Bon, je suis très heureux d'accueillir Philippe Chassaigne, qui est professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est un spécialiste reconnu de l'histoire du Royaume-Uni, qui a fait une histoire de l'Angleterre souvent rééditée, qui a versé des générations d'étudiants, qui a commencé sa vie dans le crime, les meurtres à Londres, dans la société victorienne. C'est quelque chose que tu n'as pas tout à fait abandonné, parce que j'ai vu que tu avais fait quelque chose sur une tueuse en série américaine, voilà, au début du XXe siècle, une histoire terrible dans une ferme de l'Indiana, voilà. Voilà, d'origine norvégienne. Et Philippe Chassaigne s'est aussi beaucoup intéressé à l'histoire des années 70, comme une sorte de charnière dans le second XXe siècle, et puis également donc, des ouvrages récents. Il y a une biographie de la reine Victoria qui vient de sortir, et un livre aussi très intéressant qui porte sur Londres, ville-monde, voilà, il y a quelques années. Voilà. Donc merci beaucoup Philippe d'avoir accepté de venir parler des relations entre le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Tu m'as proposé d'ajouter le Canada, on trouvait que c'était une très bonne idée. Donc merci. Je te donne la parole. Merci. Bon, écoute, merci beaucoup Eric. Effectivement, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui. J'ai effectivement voulu rajouter la dimension canadienne parce que le Royaume-Uni et les États-Unis, j'allais vous refaire l'histoire de la relation spéciale, etc. Bon, c'était finalement assez peu intéressant, en tout cas assez peu neuf. Tandis que Royaume-Uni, États-Unis, Canada, c'est un triangle, pas forcément amoureux, mais en tout cas un triangle transatlantique qui me paraît tout à fait intéressant. La Grande-Bretagne a perdu les 13 colonies en 1783, mais elle a conservé les autres colonies de l'Amérique du Nord britannique, et cette carte de 1812 nous montre bien les jeunes États-Unis ici en jeu, et puis donc le British North America avec le Bas-Canada, le Haut-Canada, le Saint-Laurent, bon, les provinces maritimes, etc. Donc elle a conservé ces autres colonies, donc au nord, en gros le 49e parallèle, mais à l'époque, ces colonies d'Amérique du Nord britannique, eh bien, elles ne pèsent qu'un poids très restreint en termes de population et de valeur économique. Dès lors, le Royaume-Uni va mener deux types de politiques. Avec les États-Unis, il s'agit d'abord de normaliser les relations, et bon, de ce point de vue, la guerre de 1812-1814, elle est anecdotique, dirais-je, ou un épiphénomène, malgré l'incendie de Washington par les tuniques rouges en 1812, tandis que de l'autre, donc avec les colonies d'Amérique du Nord britannique, British North America, eh bien une politique de soutien, d'abord un peu hésitant, et ensuite plus affirmée, car les intérêts de la Grande-Bretagne ne sont pas les mêmes au nord et au sud de la frontière entre l'Amérique du Nord britannique et les États-Unis. En 1867, ces dites colonies de British North America deviennent le dominion du Canada, justement car elles veulent trouver une force nouvelle face à des États-Unis qui sont perçus comme potentiellement annexionnistes. Alors, j'en reviendrai dessus, on joue parfois un peu à se faire peur, mais il y a cette crainte en effet qui amène les colonies, que apparemment totalement indépendantes les unes des autres, à se regrouper entre 1867 et 1867, c'est la mise en place de la fédération. Londres doit alors jouer très finement, si je puis dire, pour ménager les deux côtés de la frontière. Mais lorsque le dominion est créé, eh bien, Londres doit faire preuve d'encore plus de subtilité, puisque le Canada est certes politiquement lié au Royaume-Uni, puisqu'ils ont un chef d'État commun, le souverain, le monarque britannique, mais le Canada passe économiquement de plus en plus dans l'orbite des États-Unis. Le symbole, c'est par exemple l'adoption du dollar canadien comme monnaie nationale et non pas de la livre sterling canadienne. Néanmoins, le Canada ne peut agir seul sur le plan diplomatique et donc il dépend de Londres pour son positionnement international. Les deux guerres mondiales ont bien sûr amené des bouleversements fondamentaux, tant en termes d'émancipation du Canada de la tutelle britannique que dans l'établissement d'une relation qui est ensuite postulée spéciale par Winston Churchill entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, sous la forme d'une évocation chronologique plus poussée, nous verrons les fondements politiques, économiques, mais aussi idéologiques des rapports entre les deux pays. Et Nicolas évoquait, fait allusion à cette idée de communauté atlantique, ce qu'on appelle à la fin du siècle, on appelle ça l'anglo-saxonisme.
Et puis ensuite, bon, à partir de 1941, c'est l'atlantisme. On verra également les modèles politiques, les sous-tendants, et puis les évolutions, parfois convergentes, parfois divergentes. Donc je vais suivre, je l'ai dit, un plan chronologique. Et la première période va aller donc de 1783, l'indépendance des États-Unis, à 1867, donc la naissance du Dominion du Canada. Donc là, on voit Londres essayer de trouver, d'être à la recherche d'un équilibre. Équilibre avec la jeune République américaine, puisque, bon, évidemment, la victoire des insurgents en 1983 et laisse un goût amer dans la bouche des Britanniques, et donc il faut attendre 11 ans, 1794, pour qu'un traité soit signé entre Londres et Washington, un traité dont l'intitulé est intéressant, c'est le traité d'amitié, de commerce et de navigation. Néanmoins, et là aussi la question a été évoquée par mon prédécesseur, la question du droit des neutres vient rapidement envenimer les relations entre les deux pays, puisqu'on est évidemment depuis 1793, excusez-moi, on est dans le contexte des French Wars, hein, donc les guerres de la Grande-Bretagne et des pays coalisés avec elle contre la France révolutionnaire puis impériale, et donc la Grande-Bretagne, notamment après la mise en place du blocus continental par Napoléon Ier en 1806, la Grande-Bretagne arraisonne les navires commerçants avec les ports européens sous contrôle français, les navires neutres commerçants avec les ports européens sous contrôle français. Également la question de la presse, l'enrôlement forcé de marins pris sur des navires américains dans la marine britannique, sous prétexte que ces marins américains étaient peut-être des ressortissants de Sa Majesté qui avaient fui les îles britanniques pour échapper à l'enrôlement forcé dans la Royal Navy. Donc ces deux questions, le droit des neutres non respecté et la presse, eh bien, amènent la seconde guerre anglo-américaine de 1812-1814 que j'évoquais donc il y a un instant avec cet épisode donc, du Capitole brûlé par les Britanniques. Mais cette guerre anglo-américaine de 1812-1814, elle est très impopulaire dans les opinions publiques de chaque pays. En fait, l'idée, c'est que c'est une guerre qui ne se justifie pas vraiment, c'est une guerre fratricide. Et en tout cas, du côté britannique, on est effectivement soulagé lorsqu'elle s'achève par le traité de Gand du 24, je crois, décembre 1814, et qui, en fait, ne résout aucun des problèmes qui avait provoqué la guerre, ni la question du droit des neutres, ni la question de la presse, mais bon, comme ensuite, en juin 1815, c'est la fin des guerres napoléoniennes, voilà, donc la cause des tensions disparaît, et voilà, donc les relations vont se redevenir bonnes entre Londres et Washington. En fait, il apparaît dès la fin de cette seconde guerre anglo-américaine que la guerre est un moyen trop coûteux de résoudre les litiges entre les deux pays, et que désormais, il faudra toujours négocier, il faudra toujours mieux négocier. Des litiges, pourtant, eh bien, il y en a au cours des décennies qui suivent. Ces litiges, eh bien, ils résultent de la progression parallèle des colons de l'Amérique du Nord britannique et des États-Uniens en direction de l'Ouest. Donc, ce sont des litiges qui découlent de la question de la fixation des frontières. Cette fixation des frontières, elle a suscité bien des tensions entre les pays. Déjà, bon, en 1842, il a failli y avoir une guerre entre Londres et Washington pour la fixation de la frontière entre le Maine et le New Brunswick. C'est ce que cette carte voilà, montre. Vous voyez, bon, c'est classique, il y a donc la ligne que vous voyez ici, c'est la frontière entre le Maine au sud, le New Brunswick au nord, proposée par les Américains. Donc ça, c'est la version maximaliste. En rouge, c'est la frontière entre le Maine et le New Brunswick proposée par donc, les Britanniques qui agissent pour le New Brunswick, qui sont à ce moment-là ne disposent même pas encore de l'autonomie politique interne. Donc c'est la version minimaliste, et puis en gros on va trancher la poire en deux. Bon. Il y a quand même eu des coups de feu qui ont été tirés, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Aroostook,
entre des trappeurs et des trappeurs du New Brunswick et des bûcherons américains. Donc, bon, il y a quelques coups de feu échangés, ça ne mobilise pas, on ne fait pas la guerre au niveau des États pour autant. Donc ça, c'est 1842. Il y a ensuite un moment de forte tension, notamment du côté américain, où lors de ces crises frontalières, eh bien, on va avoir des secteurs de l'opinion qui vont réclamer la guerre contre la Grande-Bretagne et l'annexion de l'Amérique du Nord britannique parce que tout le continent nord-américain devait appartenir aux États-Unis. Et donc notamment à propos de l'Oregon, vous voyez ici l'Oregon, le 49e parallèle, donc à la frontière avec l'Alaska, et pour les tenants d'une Amérique expansionniste, eh bien la frontière naturelle, c'est donc la frontière, c'est le 54e degré 40 minutes de latitude, donc qui marque la frontière entre le territoire de l'Oregon et l'Alaska. Bon, en revanche, les Britanniques considèrent que le plus simple, c'est effectivement de continuer sur la ligne du 49e parallèle. On arrive à l'océan Pacifique. Le sud reviendrait aux États-Unis, le nord ferait partie de l'Amérique du Nord britannique. Donc cette solution de bon sens qui prévaut en 1846, mais à l'occasion, bon, du côté britannique, l'idée d'une guerre ne fait pas vraiment recette. En revanche, on l'oublie souvent, il y a un anti-américanisme dans la population britannique au 19e et au 20e siècle, qui est tout à fait réel, qui se manifeste aussi lors de ces crises diplomatiques. Et bon, là j'aime bien cette caricature de John Leach, dans Punch, qui est un des grands, John Leach, un des grands caricaturistes britanniques du mi-temps du 19e siècle. Et donc là, dans cette caricature, donc, Leach eh bien, se moque donc de Yankee Noodle, donc l'américain nouille, quoi, qui met sa tête dans la gueule du lion britannique. Donc cet américain qui, comme une nouille, n'est pas très fort, flageole un peu sur ses jambes et qui pourtant veut défier le très fort lion britannique. Il ne sait pas ce qu'il fait s'il met la tête dans la gueule. Bon, finalement, la tête n'a pas été mise dans la gueule, le lion britannique n'a pas eu à arracher la tête de Yankee Noodle. On est arrivé à un compromis que j'évoquais. Bon, il y a des litiges autres que les litiges frontaliers. Par exemple, lors de la guerre de sécession, la Grande-Bretagne proclame sa neutralité, donc en 1965 bien sûr, la Grande-Bretagne proclame sa neutralité, mais néanmoins, il arrive qu'un navire américain du Nord, un navire américain donc je reprends. Un navire américain arraisonne, voilà, ça y arriver, un navire britannique à bord duquel il y a 2 émissaires de la Confédération. Effectivement, ils allaient essayer de sensibiliser l'opinion britannique au sort des États du Sud. Et donc pour Washington, eh bien, cette présence de 2 émissaires de la Confédération, c'est une violation de l'engagement en faveur de la neutralité. Londres réplique que cet arraisonnement est une violation du droit des neutres, pour lesquels pourtant les États-Unis avaient déclaré la guerre en 1812. Les Britanniques massent alors des troupes à la frontière américano-canadienne, mais bon, la libération des émissaires calme la chose, et on ne va pas plus loin. Le dernier litige lié à la guerre de sécession, c'est celui qui tourne autour de l'Alabama, un cuirassé sudiste qui a été construit à Liverpool, ce qui, aux yeux du Nord, pose le problème encore de la neutralité. Bon, l'affaire traîne, mais en 1872, vous voyez, 7 ans après la fin de la guerre de sécession, eh bien, la Grande-Bretagne paie des dommages et intérêts, et bon, en 1972, tout le monde a à peu près oublié l'affaire en question. En revanche, avec voyons maintenant les rapports avec l'Amérique du Nord britannique. Je le disais en introduction, en 1783, ces colonies, en fait, elles pèsent peu. Ce n'étaient déjà pas les éléments les plus marquants de toutes les colonies
britanniques en Amérique du Nord avant 1783, après l'indépendance des États-Unis, ces colonies sont faiblement peuplées, peut-être 400 000 personnes en 1800, et encore cette population a été augmentée du fait de l'arrivée des loyalistes, donc ceux qui étaient partisans du maintien des 13 colonies dans l'empire colonial britannique, et qui après elles sont aux États-Unis, et bien s'installent au nord du 49e parallèle. Donc faiblement peuplé, le milieu est moins hospitalier. En fait, dès qu'on s'éloigne des zones côtières et de la vallée du Saint-Laurent, le peuplement est extrêmement faible. Et je reviens juste, pardon. Voilà. Le territoire de la compagnie de la baie d'Hudson, en fait, il est très peu peuplé. Hein. Il y a quelques tribus indiennes, et ensuite, c'est pas partout par des trappeurs, mais c'est à peu près tout. Néanmoins, le loyalisme doit être récompensé. Et donc ces colonies sont vraiment soutenues par la couronne. Et puis il y a aussi un lien avec la métropole qui va se renforcer. Entre 1815 et 1830, il y a une forte immigration en provenance de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire Écosse et Angleterre. L'Irlande, c'est plutôt dans la décennie de 1840, peut-être 800 000 personnes immigrent dans les Nord britanniques entre 1815 et 1830. Et puis, il y a aussi le rapport de Londres, enfin le positionnement de Londres par rapport aux questions de gouvernance de ces colonies, puisque c'était des colonies donc, de la couronne, administrées directement par Londres, avec un relais sur place d'un gouverneur général et qui s'appuyait sur les élites locales. Et en fait, c'était un gouvernement oligarchique, ce qu'on appelait la clique du château, donc au Bas-Canada francophone, le Family Compact, le pacte de famille au Canada, donc au Canada anglophone, et l'insatisfaction devant la confiscation du pouvoir politique par ces oligarchies fait qu'à peu près au même moment, 1816-1838, au Canada et Bas-Canada, eh bien, connaissent des révoltes. C'est la révolte de Papineau, par exemple, au Bas-Canada. Et cette contestation des oligarchies en place fait que Londres eh bien, fusionne les deux provinces en 1841. Donc on passe à une province du Canada uni, et l'autonomie politique, le self-government, est accordée 7 ans plus tard, en 1848. Cette décennie 1840, c'est aussi le moment où les autres colonies d'Amérique britannique obtiennent l'autonomie politique, le self-government. L'idée d'ailleurs, c'est que les colonies, enfin l'idée qui prévaut à Londres à ce moment-là, c'est que les colonies finiront par se détacher de la métropole, un peu comme le fruit mûr tombe de l'arbre, c'est la métaphore qui est utilisée régulièrement. Et donc il faut encourager le mouvement pour éviter de nouvelles guerres comme en 1776. C'est à ce moment-là qu'intervient la capacité d'action politique des colonies d'Amérique du Nord britannique. Je le disais tout à l'heure, ces colonies craignaient les aspirations ou les velléités expansionnistes vers le nord des États-Unis, qui apparaissaient donc à chaque crise diplomatique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. En 1866, il y a aussi des raids de nationalistes irlandais, les Fenians, qui ont fui l'Irlande, où ils étaient réprimés, vous le savez, qui se sont installés aux États-Unis. Alors, près de la frontière du Canada, et en 1866, eh bien, ces Fenians, c'est un projet un peu fou, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir prendre les armes, envahir le Canada, et puis s'emparer de plusieurs comtés donc, du Canada, comtés proches de la frontière américaine, et exiger de Londres qu'elle reconnaisse l'autonomie politique de l'Irlande en échange de leur évacuation de ces comtés. Bon, évidemment, l'affaire n'aboutit pas, mais ces incursions, ces raids des Fenians irlandais en territoire canadien, eh bien, renforcent l'idée que les différentes colonies de British North America seront plus fortes si elles se regroupent dans une structure. 1864, c'est la conférence de Québec, qui est la première des conférences qui conduit 3 ans plus tard à la naissance du Dominion du Canada. Mais bien sûr,
ce processus de fédération ne peut pas se faire sans l'aval de la métropole. Et donc, il y a des consultations entre les premiers ministres des colonies autonomes et le ministère des colonies. Un élément aussi important, c'est le voyage que le prince de Galles, le futur Édouard VII, effectue en Amérique du Nord britannique en 1860. Bon, les colonies de British North America avaient invité la reine Victoria à se rendre chez eux, à leur rendre visite. Elle-même avait décliné, mais avait proposé que donc, le prince de Galles effectue le voyage, elle la représente. Ce voyage a lieu en 1860 et en fait c'est un succès. Le prince de Galles visite les colonies de l'Amérique britannique, il se rend aussi aux États-Unis. Il est partout accueilli avec grand intérêt, un grand enthousiasme, je cherche l'expression, le terme précis. Et justement, ça me permet d'introduire un premier point, parce que je développerai ensuite le point selon lequel, au fur et à mesure que le Canada s'est affirmé et devenu pratiquement indépendant, la monarchie britannique a joué un rôle particulièrement crucial dans le maintien du lien entre les deux nations. Et donc le début de ce lien entre la monarchie et le Canada, c'est le voyage du prince de Galles, donc Édouard Albert, en 1860. Là, les négociations engagées par la conférence de Québec en 1964 s'achèvent par une conférence qui est organisée à Londres, donc c'est la conférence de Londres, décembre 1866, février 1867, qui finalise la situation, et c'est l'adoption par le Parlement britannique de la loi sur l'Amérique du Nord britannique, qui est en sorte de la Constitution du Canada. Cette loi, elle est sanctionnée par la reine en mars 1867 et elle entre en vigueur le 1er juillet de la même année. Donc le Canada, c'est une... Alors du coup, le nom de la province Canada est appliqué à l'ensemble de la nouvelle configuration territoriale qui voit le jour. C'est donc une... Alors on parle de la fédération, mais en fait c'est une confédération évolutive, donc, qui est évolutive, avec de nouvelles adhésions autour du noyau initial. Alors vous le voyez ici, ça c'est le Dominion du Canada en 1867, 1871. C'est la Colombie-Britannique qui entre dans la confédération. Excusez-moi. Et puis, bon, ensuite, vous voyez l'évolution territoriale. Là, bon, j'ai sauté dans quelques étapes, mais enfin, donc ça, c'est le Dominion du Canada tel qu'il existe en 1905. Et en 1949, c'est l'étape définitive, parce que, quelque chose que l'on oublie souvent, jusqu'en 1949, Terre-Neuve ne faisait pas partie du Canada. Terre-Neuve était une colonie indépendante qui, à un moment, eu le statut de Dominion, mais brièvement. 1949, donc c'est l'intégration de Terre-Neuve dans la Confédération du Canada. Cette Confédération du Canada, elle prend le nom de Dominion, parce qu'il fallait trouver un nom. Techniquement, c'est un royaume, puisque c'est un État qui a un monarque à sa tête. Mais à Londres, on considère que quand même, parler de royaume du Canada, ça risque, et là on revient à ce que je disais tout à l'heure, à la volonté de ne pas froisser les Américains, ce terme de royaume du Canada risquait de fâcher les Américains très républicains, on le sait. Et donc, pour trouver un terme neutre, eh bien, on va chercher le terme qu'on trouve dans la Bible, de dominion. Excusez, je ne sais plus quelle référence exacte, mais enfin, dans l'Ancien Testament, les questions du Seigneur, dont sa puissance, dominion, s'étendra d'un océan à l'autre. On trouve que c'est une belle métaphore pour le Canada, qui effectivement est appelé à s'étendre d'une mer à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique, et donc cela devient le Dominion du Canada, ce qui est rendu en français, puisque le Canada est un État bilingue, par puissance du Canada. Donc c'est une monarchie constitutionnelle, bon, mais c'est un régime fédéral à l'américaine. Il y a une chambre des communes, ça c'est hommage à Londres, mais il n'y a pas de chambre des lords, parce qu'il n'y a pas de lords, il n'y a pas d'aristocratie, donc la chambre haute du Parlement
canadien eh bien, est appelé le Sénat. De même, les provinces ont chacune leurs institutions propres et les droits religieux et linguistiques des francophones, des Québécois, sont reconnus. Et donc, bon, le Dominion jouit de l'autonomie interne, il reste lié par le souverain, et surtout, c'est Londres qui détermine sa politique extérieure. Avec la naissance du Canada se clôt une première période dans les rapports de la montagne avec ces deux entités nord-américaines. La deuxième période qui s'ouvre, eh bien, c'est celle qui va de 1867 à 1914, et cette période, elle est placée sous le signe de l'anglo-saxonisme. Ce que l'on a aussi appelé, mais là, bon, c'est vraiment pour les rapports anglo-américains, le grand rapprochement qui culmine donc à la fin du XIXe siècle, mais qui est à l'œuvre depuis quelques années auparavant. L'anglo-saxonisme, le grand rapprochement, c'est une politique diplomatique, mais qui repose sur donc, cet anglo-saxonisme, un sentiment de communauté culturelle et raciale, mais aussi d'intérêt impérialiste bien compris. Quand je dis communauté raciale, c'est que le terme est utilisé à l'époque. On parle de la race anglo-saxonne. Et par exemple, c'est le cas de Joseph Chamberlain, donc, qui est ministre des colonies entre 1995 et 1903, dans un célèbre discours, le discours de Toronto, 1897, dans lequel il parle de cette... nous sommes le même peuple, nous sommes la même race, alors je cite de mémoire, hein, mais y compris en disant, il s'adresse aux Canadiens, vos ancêtres dorment dans nos cimetières, bon, je ne sais plus quoi, par la suite, bon, peu importe. Mais quand on regarde le texte anglais, ce n'est pas race qui est utilisé. On traduit en français par race, mais ce n'est pas race. En fait, c'est stock. Et stock, c'est quelque chose qui renvoie aux races d'animaux, aux cheptels. Donc l'idée pour Chamberlain, c'est pas une idée précision, enfin, je ne veux pas, ne vous vexez pas. C'est Joseph Chamberlain, c'est pas Houston Seward Chamberlain, hein, donc le grand théoricien raciste qui en plus vit à la même époque pratiquement. Mais donc Joseph Chamberlain, son idée, c'est que les Britanniques, les Canadiens, les Américains, eh bien, c'est un même troupeau, hein, c'est un même cheptel. Et c'est dans ce sens-là qu'il utilise le terme, le mot qu'on traduit en français par race, mais qui est stock. Il ne parle pas de terme, de race, il parle de stock. Donc voilà, cette idée d'une communauté culturelle et donc d'espèces, si on ne peut pas réutiliser le terme de race, communauté aussi des intérêts impérialistes. Voilà pourquoi il y a cette période de convergence. Convergence qui sont d'abord sur le plan idéologique. Aux États-Unis, alors bon, je suis arrivé malheureusement au cours de la conférence de Nicolas Wingbourg, donc je ne sais pas s'il a parlé de Destinée Manifeste, mais bon, donc cette idée, la Destinée Manifeste, c'est une idée qui apparaît vers 1843 exactement, si je me souviens bien, qui est que manifestement, la Providence a donné comme destinée au peuple américain eh bien, de conquérir l'ensemble du territoire américain. Et puis, le corollaire, c'est que les Américains, les États-Uniens, ont vocation à exporter la démocratie, le progrès, la liberté, au-delà de leurs frontières. Et donc, cette destinée manifeste, poussée au-delà du cadre continental, entraîne une vocation impérialiste qui est bien réelle, même si elle n'est jamais assumée. Voilà, ça, elle a dit bien mieux que moi. En Grande-Bretagne, émerge l'idée que l'Empire britannique est peut-être un peu trop étendu, qu'il est trop difficile, enfin que sa défense notamment est trop difficile à assurer pour la montagne seule, et que peut-être un condominium anglo-américain serait préférable. Joseph Chamberlain, donc ministre des colonies en 1895-1903, en fait en fait son grand dessein à travers toute une série de tournées dans l'Empire, notamment au Canada et également aux États-Unis. Donc il défend l'idée de cette communauté culturelle et d'espèces. Et c'est cela en fait qui est à la base de l'anglo-saxonisme, une doctrine qui insiste sur le fait que Britanniques, Canadiens, Américains, et même au-delà, hein, tous les membres de la diaspora britannique, donc au-delà des mers, dans l'Océan de Nouvelle-Zélande, eh bien, constituent des peuples anglo-saxons
Alors là, pour le coup, on voit apparaître l'idée que ces anglo-saxons sont supérieurs aux autres peuples de la planète. Cette idée, on la trouve dans sur la plume de Charles Dilke, qui est un turiféraire de l'impérialisme, avec, bon, c'est lui qui forge l'expression Great Britain, la plus grande Bretagne, en 1868. Où il écrit, par exemple, l'Amérique offre à la race anglaise, alors lui c'est English Race, la direction morale du globe par des institutions saxonnes et la langue anglaise. Ou, dans 1890, dans Problems of Greater Britain, la vraie morale de l'Amérique et la vigueur de la race anglaise. Bon. Également aux États-Unis, il y a un historien comme John Fiske ou un pasteur protestant, Josiah Strong, qui exalte donc cette idée de supériorité des anglo-saxons qui, écrit-il, devaient civiliser et christianiser le monde. Cela a des conséquences diplomatiques. En 1898, dans la guerre hispano-américaine, les Britanniques ont une attitude pro-américaine. Alors, on voit ici quelques éléments intéressants. Donc là, ce sont deux illustrations extraites de Puck. Puck, c'est l'équivalent américain de Punch. C'est un magazine satirique, bon, donc on en parle l'actualité. Et donc là, on voit Britannia, et à ce moment-là apparaît une allégorie des États-Unis qui est autre chose que l'oncle Sam, de même que Britannia, c'est pas la même chose que John Bull, c'est Miss Liberty. Et donc là, c'est la rencontre de Britannia et de Miss Liberty. Vous constatez que l'une comme l'autre sont cuirassées, casquées, cuirassées, l'une a le trident, bon, l'autre a un sabre, et sont montées sur des navires de guerre, donc des cuirassés eux aussi. Ici, la légende, parce que j'arrive pas ici la légende, c'est United we stand for civilization and peace. Donc nous sommes unis pour la civilisation et la paix. On pourrait dire qu'ils sont effectivement très bien équipés pour faire respecter la paix. Mais donc nous avons le soldat britannique et un soldat américain, ou si vous voulez, John Bull et l'oncle Sam, même s'ils ne sont pas tout à fait au canon des allégories déjà bien installées à l'époque. Et puis là, c'est une caricature de Punch, qui présente colonel Jonathan J. Bull, donc le colonel Jonathan John Bull, et c'est une vue de ce qui peut arriver, et en fait c'est la fusion de cousin de Jonathan, qui est le surnom que les Britanniques donnaient, enfin un des surnoms qu'on a vu Yankee Noodle, enfin qui est plus flatteur, cousin de Jonathan que Yankee Noodle, que les Américains donnaient, que les Britanniques ont donné aux Américains. Donc en fait on a John Bull, effectivement, ici, bon, avec le chapeau de forme bien charpenté et tout, mais on constate que le gilet de John Bull comprend à la fois l'Union Jack et les étoiles du drapeau américain, tandis que le pantalon de John Bull lui comprend les stripes, les rayures du drapeau américain. Et de même, on a ici un animal assez intéressant qui est donc le lion, animal de la Grande-Bretagne, et qui a un corps d'aigle ou un aigle à tête de lion. Donc l'idée, c'est que le futur, ce serait cette fusion entre les deux pays, entre les deux peuples. Donc, rapprochement diplomatique, le soutien tacite de l'attitude pro-américaine des Britanniques en 1898, pendant la guerre des bourgs en Afrique du Sud 1899-1902, alors que l'opinion américaine est contre cette guerre et sympathise avec la cause des bourgs, bon, c'est l'idée que c'est le petit attaqué par le grand, la diplomatie américaine, elle, est pro-britannique, et les banquiers américains prêtent l'équivalent de 20% des coûts de guerre donc au gouvernement britannique. Autre élément de conciliation, c'est le règlement du dernier litige frontalier qui était resté en suspens, c'est celui de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alaska américaine. Cet élément a été laissé en suspens parce que c'était loin, il y avait des montagnes, de la neige
et des forêts, et puis pas de choses d'autres, pensait-on. Mais 1898, on trouve de l'or dans le Klondike, et du coup, le Klondike est ici, et du coup, la fixation de la frontière devient très importante, hein, parce que suivant où passe la frontière, eh bien, il y aura toute une partie des champs aurifères qui seront sous la domination, qui ressortiront à l'autorité de la Colombie-Britannique ou aux États-Unis. Donc c'est la même chose. En bleu, vous avez ici, donc la frontière telle que les États-Unis la proposent. Donc évidemment une large part du Klondike qui reviendrait. En rouge, vous avez la frontière telle que les Britanniques la proposent. Et en jaune, eh bien, là, c'est le tracé définitif, donc à peu près au milieu. Néanmoins, les Colombiens britanniques ont eu l'impression, donc la question est réglée par un arbitrage confié à une commission de 6 membres, 3 Américains, 2 Canadiens, enfin 2 Colombiens-Britanniques et 1 Britannique. Et en fait, le Britannique vote avec les Américains, et donc les Colombiens britanniques ont l'impression qu'ils ont été lâchés, ce n'est pas été l'expression, par Londres en faveur des États-Unis, et donc ça entraîne un réel ressentiment, même s'il est ponctuel. En 1904-1906, les Britanniques retirèrent leur garnison des Antilles et du Canada. Donc l'idée, c'était que c'était désormais aux États-Unis d'assurer la sécurité de cette partie de l'hémisphère occidental. L'agacement, le ressentiment résultant du règlement de l'affaire de la frontière entre le Canada et l'Alaska pose la question des rapports des Canadiens à leur métropole. Au-delà de cet élément ponctuel, il y a un incontestable loyalisme, mais les Canadiens aussi ont la volonté d'assumer leurs intérêts propres. Et il y a par exemple une autre source de tension, oui, entre Ottawa et Londres, c'est la volonté pour les Canadiens, eh bien, d'affirmer une identité militaire qui leur soit propre. Joseph Chamberlain, quand il lisait colonies, avait émis l'idée que les dominions pourraient, voire même devraient, participer au financement de la Royal Navy. L'idée étant que la marine royale britannique pouvait intervenir. Juste une parenthèse, au XIXe siècle, la Grande-Bretagne est le seul pays qui est capable d'envoyer des troupes partout dans le monde pour défendre ses intérêts. Alors évidemment, ce ne sont pas des opérations aéroportées, ce sont des opérations navales, donc ça prend plus de temps. Mais néanmoins, par le fait que la Royal Navy est dispatchée, c'est pas très heureux, est répartie en différentes zones de mouillage sur l'ensemble de la planète, eh bien, la marine peut intervenir n'importe où pour défendre ses intérêts. Et donc, l'argument de Joseph Chamberlain, c'est que, puisque la Royal Navy est là pour assurer la sécurité des dominions, qu'ils contribuent au coût de leur défense, au coût de l'entretien de la marine. Et le Canada, l'Australie aussi, mais ce n'est pas la question ici, le Canada, notamment parce qu'il y a les nationalistes québécois et Henri Bourassa qui sont très attentifs à cela, eh bien, le Canada préfère se doter d'une marine, quelques navires cuirassés, pas beaucoup, mais c'est une affirmation identitaire. C'est la naissance en 1910 de la marine royale canadienne, Royal Canadian Navy, dont il est dit qu'en cas de conflit, elle sera intégrée à la Royal Navy, mais qui constitue une première affirmation identitaire tout à fait importante. C'est la même date d'ailleurs pour l'Australie. Enfin, Londres doit compter aussi avec le passage graduel du Canada dans l'orbite économique américain. Je le citais tout à l'heure, c'est le fait que le Canada adopte le dollar canadien comme devise et non pas la livre canadienne comme Londres l'aurait souhaité, à partir du moment où, normalement, dans tout l'Empire, c'est la livre sterling qui est utilisée. Et néanmoins, Londres accepte tacitement cette adoption par Ottawa du dollar canadien, et c'est en quelque sorte le début d'un dialogue États-Unis-Canada
sans la tutelle de Londres, dialogue qui va se renforcer après la Première Guerre mondiale. Car, et c'est la troisième période, j'ai 4 périodes parce que je ne suis pas un obsédé du rythme ternaire, je considère que la chronologie impose ses droits, il ne faut pas vouloir à toute force trouver 3 parties, mais en fait il y a, c'est le cas ici, 4 périodes qui me paraissent pertinentes. Donc, la période 1914-1945, je vais pouvoir passer plus rapidement sur les aspects américains, puisque, bon, Nicolas Dubourg les a évoqués, mais 1914-1945, c'est une période où le Canada arrive à la majorité diplomatique, si je puis dire, et où les rapports britanniques, enfin les rapports britanniques des États-Unis sont quand même assez compliqués. Bon, le Canada, comme tout l'Empire, entre dans la guerre sans qu'on lui ait demandé son avis, puisque George V, eh bien, dans sa déclaration de guerre, dit tout l'Empire se tient derrière moi. Oui, mais aucun des dominions n'a été consulté. Donc bon, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, sauf peut-être en Afrique du Sud, bon, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas le sujet ici. Et donc mais le Premier ministre canadien, Mackenzie King, demande quand même l'approbation du Parlement, approbation purement formelle, mais il consulte quand même le Parlement canadien pour montrer que le Canada est quand même un dominant, un État quasiment autonome. Le Canada procède au cours de la Première Guerre mondiale à un effort militaire important, 660 000 Canadiens et Canadiennes enrôlés, dont 330 000 combattants, pour une population totale de 7 800 000 personnes, 61 000 morts, un rôle important dans plusieurs batailles du Western Front, du front de l'Ouest, la seconde bataille d'Ypres, la bataille de la Crête de Vimy, la bataille de Passchendaele. Le Premier ministre canadien participe aux 2 conférences impériales de guerre, réunis à Londres après que Lloyd George devienne Premier ministre en décembre 1916, et il fait partie aussi du cabinet de guerre impériale que le même Lloyd George, Premier ministre britannique, eh bien, met sur pied pour associer plus étroitement l'Empire à la conduite de la guerre. Le Canada, donc après son effort militaire et ses faits d'armes que je viens d'évoquer, donc le Canada, comme les autres dominions, se sent désormais capable d'exister seul sur la scène internationale. Il participe de plein droit à la conférence de la paix, et le Canada, comme les dominions et l'Inde, sont membres fondateurs de plein droit de la SDN. Alors, bien sûr, et Nicolas le disait, pour Londres, il y avait l'idée que le Royaume-Uni, le Canada, Terre-Neuve, les dominions et l'Inde constituent une sorte de bloc anglo-saxon, et Londres considérait que les dominions et l'Inde allaient voter unanimement dans le sens proposé par la Grande-Bretagne. De ce point de vue-là, les négociateurs britanniques se trompaient un peu, mais enfin, on pouvait penser que c'était effectivement une possibilité. Donc il y avait une sorte de bloc anglo-saxon à la SDN, qui fait d'ailleurs que c'est bien la Grande-Bretagne, du fait de la non-participation, enfin de l'absence des États-Unis à la SDN, c'est bien la Grande-Bretagne qui domine la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres. Bon, les États-Unis entrent en guerre en avril 1917, donc bon, je ne reviens pas là-dessus. Le rôle militaire est important, jusqu'à 2 millions de soldats. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons sur le champ de bataille, mais bon, ça fait quand même du monde qui arrive. Et puis, il y a aussi l'aide matérielle et financière, et notamment le pool de l'or, hein, qui a permis de maintenir la valeur des monnaies alliées à leur valeur d'avant-guerre, alors que celle des puissances centrales s'effondrait donc sur les bourses, sur les places neutres, les bourses des pays neutres. Keynes, en 1917, écrit que sans l'aide américaine, toute la structure financière de l'Alliance serait en passe de s'effondrer. On connaît aussi la phrase de Wilson, disant que de toute façon, les Alliés ne peuvent qu'accepter les 14 points parce qu'ils sont, je cite, financièrement entre nos mains. Bon, il y a aussi la concurrence commerciale entre les deux pays. Les États-Unis représentaient 13% des exportations mondiales en 1913, 25% en 1920,
Néanmoins, bon, je tiens tout de suite à relativiser l'idée d'un déclin. Bon, je l'ai écrit à plusieurs reprises, donc je ne vais pas revenir dessus. Les années 20 et 30 ne sont pas aussi noires ou sombres pour l'économie britannique que ce que l'on trouve, par exemple, dans l'ouvrage d'André Siegfried sur la crise économique anglaise du XXe siècle. Mais bon, il y a une concurrence, effectivement, mais par exemple, la première place financière mondiale reste Londres, c'est pas encore New York, c'est New York après 1945. Les relations britanno-américaines dans l'entre-deux-guerres bon, sont, je l'ai dit, compliquées. Alors, dans les années 20, c'est vrai, les États-Unis ne sont pas isolationnistes, ou c'est un isolationnisme qui est très interventionniste. Il y a effectivement la conférence de désarmement uniquement pour le désarmement naval à Washington, 1922, mais les États-Unis eh bien, sont tout à fait présents sur le jeu international pour demander le paiement des dettes interalliées, par exemple. Mais effectivement, comme c'est pas membre de la SDN, je l'ai dit, la Grande-Bretagne est le pays dominant. En revanche, les États-Unis sont effectivement totalement en retrait de la scène internationale, isolationniste, donc dans les années 30, d'abord parce qu'il y a la crise économique, le point de la crise économique, tout à fait important, les États-Unis ont trop de problèmes chez eux pour en plus intervenir sur la scène extérieure. Et puis ensuite, il y a ce courant d'opinion extrêmement fort qui considère que les États-Unis sont entrés en guerre en 1917 pour de mauvaises raisons, qu'ils sont entrés en guerre pour servir les intérêts des milieux industriels et surtout des milieux financiers. L'idée, c'était que les pays de l'entente avaient trop emprunté aux États-Unis pour que leur éventuelle défaite ne provoque pas un cataclysme bancaire et économique majeur pour les États-Unis. Et donc ça, c'est quelque chose qui est répété à l'envi dans les années 30 et qui est très présent dans l'esprit d'une majorité de la population. Donc Roosevelt, qui lui n'est pas isolationniste, le sait, il doit en tenir compte, d'où d'ailleurs un soutien à la politique d'appeasement menée par Neville Chamberlain, considérant que bon, si cette politique marche, ça garantira la paix. Bon, par exemple, après les accords de Munich, Roosevelt envoie un télégramme à Chamberlain, 2 mots, good man, chic type si vous voulez. Et en plus c'est écrit, enfin c'est envoyé en majuscule. Il n'y a pas qu'aujourd'hui où sur Internet, quand on écrit en majuscule, ça veut dire qu'on crie. C'est la même chose, un good man, c'est pour donner plus de force encore à son message de félicitations. Mais néanmoins, à la fin de la décennie, le gouvernement britannique comprend bien la nécessité de continuer à resserrer les liens transatlantiques. Et là, c'est le deuxième moment où la monarchie entre en scène. C'est le voyage de George VI et la reine Élisabeth, donc la mère de l'actuelle reine Élisabeth II, au Canada. Ce voyage, eh bien, il s'effectue donc en 1939, resserrer les liens, donc je retrouvais la date du 17 mai au 15 juin, resserrer les liens entre les deux pays outre-Atlantique, eh bien c'est important parce que dans l'entre-deux-guerres, le Canada s'est affranchi de la tutelle diplomatique britannique. Par exemple, en 1922, bon, il y a l'incident de Chanak, je ne peux pas développer en détail, mais bon, Chanak, c'est en Turquie, c'est au moment où il y a la guerre de libération nationale menée par Mustafa Kemal, qui veut donc libérer la Turquie des pays étrangers, etc. Le Chanak, c'est très peu de temps après la prise de Smyrne, et donc ce sont des kémalistes, voilà, des partisans de Kemal, des kémalistes qui veulent. Chanak, c'est une petite ville, il y a une garnison sur les Dardanelles. Et donc, qui veulent passer de la Turquie d'Asie en Turquie d'Europe. La question, c'est faut-il laisser faire ou faut-il, au contraire, bloquer, faire la guerre à Kemal? Et Londres voulait bloquer le passage et faire la guerre à Kemal, mais à ce moment-là, eh bien, le ministre des colonies, Churchill et le Premier ministre, Lloyd George, demandent au Premier ministre des Dominions s'il les soutiendrait. Et les présidents des Dominions disent que non. Et le Canada est le premier à dire non, là nous n'interviendrons pas.
Et du coup, faute de soutien des dominions, la Grande-Bretagne laisse passer donc, les kémalistes, et vous connaissez la suite. Donc ça, cet incident de Chanak, marque le refus des dominions d'un soutien automatique à la politique étrangère menée par Londres. Il y a aussi, alors ça paraît anecdotique, c'est l'année suivante, 1923, le traité du Flétan. Le traité du Flétan, c'est un traité entre les États-Unis et le Canada qui réglemente les droits de pêche du Flétan dans les eaux de l'Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord, pardon. Mais en fait, ce traité paraît trivial, mais c'est la première fois que le Canada signe un traité sans la tutelle de Londres. Ce qui amène, en 1926, eh bien, Londres à procéder, enfin, au terme de la conférence impériale cette année-là, donc procéder à la déclaration Balfour, pas celle de 17, celle de 26, donc la deuxième, qui stipule que les dominions sont des communautés autonomes à l'intérieur de l'Empire britannique, égales en statut, et en aucune façon subordonnées l'une à l'autre. Donc les dominions et la Grande-Bretagne, constituent des communautés autonomes au sein de l'Empire britannique, égales en statut et en aucune façon subordonnées l'une à l'autre, mais unies par une commune allégeance à la couronne. Et cette formulation est reprise dans le statut de Westminster en 1931, décembre. Quelques mois auparavant, lorsque la Grande-Bretagne a dévalué la livre sterling et que la zone sterling s'est mise en place, eh bien, la zone sterling, elle ne comprend pas le Canada, puisque le dollar canadien n'était pas la livre sterling, mais était lié au dollar canadien. Donc, sur le plan économique, il y a aussi une nouvelle prise de distance vis-à-vis de Londres. D'où donc l'importance de ce voyage. C'est la première visite d'un souverain en exercice au Canada, et le gouverneur général qui représente le monarque au Canada, lorsqu'il n'est pas là, sinon il n'avait jamais été là, le gouverneur général donc, tient à affirmer l'identité canadienne de la monarchie, canadianiser la monarchie, ça devient le mot d'ordre à partir de 1939. Et donc George VI viendrait en qualité de roi du Canada, et non pas de roi du Royaume-Uni venant rendre visite au Canada, en roi du Canada. Il accomplirait des actes officiels, par exemple signer l'accord, le Royal Assent, donc l'assentiment royal au texte de loi adopté par le Parlement. À Londres, le Royal Assent n'était plus donné, de façon manuscrite par le souverain depuis 1854. Donc là, à Ottawa, George VI va signer, donner son Royal Assent par biais de signature à des lois adoptées par le Parlement, ouvrir des sessions parlementaires, accomplir des actes officiels avec ses ministres canadiens, etc. Le voyage s'effectue donc d'une côte à l'autre. Vous voyez en bleu, c'est le voyage aller, en rouge, le voyage retour, et vous voyez que le voyage retour, eh bien, il comprend aussi une incursion par les États-Unis. La raison officielle, c'était d'inaugurer le pavillon britannique à la foire mondiale de New York, comme nous voyons sur la carte, mais en réalité, eh bien, le gouvernement britannique comptait par ce voyage resserrer les liens avec le gouvernement américain, et notamment George VI et son épouse sont, donc vous voyez ici, George VI et son épouse sont reçus par le président Roosevelt dans son appartement de New York, puisque Roosevelt avait été, avant 1932, gouverneur de l'État de New York. Bon là, l'intérêt, c'est que George VI et son épouse qui rencontrent des Amérindiens, donc des représentants des First Nations, des Premières Nations. Et justement, ça contribue à affirmer la volonté, ça contribue à marquer cette volonté de canadianiser la monarchie. George VI et son épouse sont également les souverains des Amérindiens. 5 minutes. Ouf. Donc ça. Non, je commençais à 11h05. C'est vrai. Alors 10 minutes. Voilà, c'est bon, la 10 minutes, c'est bon. Merci. Merci, Eric. Bon. Donc, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, on a la même mobilisation canadienne pour la métropole. Donc, malgré le
traumatisme de la Première Guerre mondiale, et donc les pertes est très importante, à peu près 10% de mobilisés, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, bon, une aide qui est matérielle, équipement, denrées, également minerais d'uranium pour la bombe atomique. Bon, on parle aussi de mettre la famille royale à l'abri au Canada, mais bon, la reine Elisabeth le refuse, on le sait. Par ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a provoqué un rapprochement diplomatique entre le Canada et les États-Unis, même si bon, le Premier ministre Mackenzie King ne cherche pas à jouer les troisièmes rôles entre Roosevelt et Churchill, mais donc consolidation des liens entre les deux pays. Pour ce qui est des rapports entre les Britanniques et les Américains, cette période est plus complexe, donc quelque chose que Nicolas Vecbourg n'a pas évoqué, donc j'en profite, c'est la façon dont tous les reporters correspondants de guerre qui étaient présents à Londres pendant le Blitz, donc à l'automne 1940, on a pu dire par leur reportage, articles, mais également les reportages radio en direct, eh bien ils ont vendu la guerre, je fais le signe des guillemets parce que c'est le titre, de moi j'ai un historien, How to Sell the War to the Americans. L'opinion publique américaine était encore, même au moment où la France s'effondre, où la Bretagne reste seule contre les nazis, était toujours attachée à l'isolationnisme. Roosevelt, bon, avait cette volonté de faire des États-Unis l'arsenal de la démocratie, etc., mais bon, ne pouvait pas aller contre la puissance du plan isolationniste. Eh bien, dans les 6 mois qui suivent enfin, la chute de la France, et où il y a donc le Blitz, les Américains lisent dans leurs journaux, voient les photographies donc reproduites dans les journaux, entendent à la radio des reportages. Lorsque Londres est bombardée, les reporters sortent dans la rue et avec les micros, ils enregistrent ou ils diffusent directement en direct, ce qui se passe. Et donc ça a sensibilisé les Américains à l'épreuve que leurs cousins, bon, plus ou moins éloignés, pouvaient subir. Mais, bon, je passe sur des choses qui sont bien connues, évidemment, la communauté d'engagement qui apparaît dans la Charte de l'Atlantique du 14 août 1941, ou la Déclaration des Nations Unies, les conférences interalliées. Néanmoins, dès 1943 à Téhéran, Churchill, il écrit dans ses mémoires, a le sentiment d'être le plus petit des 3 grands. Et là, on passe à la 4e période, depuis 1945, qui est une période donc, de diminution de la puissance britannique et des ajustements dans les relations avec les deux pays. Alors, pour les rapports avec les États-Unis, il y a tellement d'ouvrages sur la relation spéciale que je ne vais pas m'étendre, simplement illustrer quelques couples de la relation spéciale. Donc, ici, donc c'est à Yalta, donc bon, Churchill et Roosevelt, voilà, ça ne marche plus, c'est bon. Ensuite, autre couple emblématique de cette entente étroite entre les deux pays, c'est donc cette photographie de Kennedy et Macmillan. Alors, en termes journalistiques, c'est Mac and Jack, donc c'est une conférence à Key West en 1961. L'idée, c'est qu'ils regardent s'ils sont bien à la même heure, donc ils synchronisent leurs montres, donc l'idée c'est les deux pays marchent ensemble sur le même rythme. En revanche, là, c'est un anti-couple, mais bon, c'est la caricature, la rigole, est amusante, pardon. C'est Private Eye, qui est un journal satirique anglais, bon, parfois que c'est le Canard enchaîné anglais, pourquoi pas. Donc, Private Eye, c'est leur Vietnam, Wilson right behind Johnson. En fait, Johnson et Harold Wilson, 1964-1970, ne se sont jamais entendus. C'est l'anti-relation spéciale. Parce que Wilson ne faisait pas ce que Johnson voulait qu'il fît. Johnson aurait voulu que Wilson ait un engagement au moins symbolique, mais militaire, dans la guerre du Vietnam. Johnson disait à Wilson, envoyez même un régiment de cornemuses, ça m'est égal. Et Wilson n'a jamais voulu. Donc, l'idée, c'est que Wilson se cache derrière Johnson. La légende, j'avais entendu parler de relation spéciale, mais ça c'est franchement ridicule. Bon, c'est des flatteurs ni pour l'un ni pour l'autre.
Autre source de tension, c'est lorsque Wilson dévalue la livre sterling 2 ans plus tard, 1967, alors que Johnson avait fait tout son possible pour l'en dissuader. Autre couple qui ne fonctionne pas bien, c'est Heath et Nixon, parce que Heath s'intéressait peu aux États-Unis, et ce qu'il voulait, c'était que son pays entre dans la communauté économique européenne, ce qui arrive en 1973. En revanche, bon, les couples qui ravivent la relation spéciale, donc c'est le couple Thatcher-Reagan, sans doute le couple le plus emblématique depuis, de la relation spéciale depuis Roosevelt et Churchill, avec la communauté de vue personnelle, longueur du mandat commun, 8 ans pour Reagan, 11 ans pour Thatcher. Bon. Des initiatives communes, notamment vis-à-vis des pays de l'Est, même si bon, il y a eu des tensions ponctuelles, par exemple lorsque les États-Unis ont envahi l'île de Grenade, pourtant membre du Commonwealth, et dont la reine, non, pas membre du Commonwealth, ça suffit, et sans prévenir la Grande-Bretagne. Bon, et puis l'autre couple, c'est, enfin le dernier, c'est le couple Blair-Bush Jr. Là, je crois qu'en fait, on a très mal compris pourquoi, enfin, ces deux dirigeants que tout opposés s'entendaient si bien, c'était simplement parce qu'ils avaient une vision très religieuse des rapports diplomatiques. Tous les deux avaient une foi très marquée. Et donc, ils interprétaient les relations internationales au prisme d'une lutte entre le bien et le mal. Et donc, cette vision binaire de la diplomatie contribue en grande partie, au moins, à mon sens, à expliquer pourquoi ils ont marché, effectivement, la main dans la main. Bon, depuis, les choses sont quand même assez distendues, en tout cas. Et bon, j'ai mis comme dernier exemple le tweet de Donald Trump à Theresa May, après qu'elle ait critiqué le fait qu'il avait retweeté des images montrant des manifestations anti-musulmanes. Il dit bon, Theresa, ne t'occupe pas de moi, occupe-toi du terrorisme islamique destructeur qui s'installe au Royaume-Uni. Nous allons bien. Bon, on va mourir dans ces 22 mètres. Et je terminerai donc par le cas canadien, puisque bon, en 1947, comme tous les autres dominions, le Canada met au point sa propre citoyenneté. Auparavant, eh bien, les Canadiens étaient des British Canadians et il n'y avait pas de entre citoyens canadiens et sujets britanniques, c'était interchangeable. Donc totale indépendance, mais lien dynastique maintenu, même si en 1982, eh bien, se produit un élément capital, c'est le rapatriement de la Constitution. Jusqu'en 1982, la Constitution canadienne, c'était la loi de 1867, votée par le Parlement britannique et qui était restée à Londres. 1982, c'est le retour de la Constitution au Canada, et avec un certain nombre d'éléments qui sont inclus sans que le Parlement britannique n'ait à se prononcer dessus. D'après la loi de 67, toute modification de la Constitution canadienne doit être approuvée par le Parlement de Westminster. En 1982, ça cesse d'être le cas, et donc le Parlement d'Ottawa instaure une charte des droits et des libertés, des dispositions visant à renforcer l'égalité homme-femme ou des dispositions en faveur de la promotion des Amérindiens. Et donc, cela, c'est maintenant la Constitution canadienne, la loi de 67 et les amendements de 1867 et les amendements de 1982. Dans ce contexte-là, eh bien, la monarchie joue effectivement le rôle de trait d'union le plus important, avec d'ailleurs des chiffres tout à fait intéressants. Élisabeth II a effectué 24 visites au Canada. C'est le pays qu'elle a le plus visité. Et viennent ensuite l'Australie, 16 visites, la Nouvelle-Zélande, 10 visites. Donc, bon, des pays dans lesquels il y a à divers degrés des mouvements républicains. Le mouvement républicain est moins important au Canada qu'en Australie, mais il n'est quand même pas négligeable. On a vu, donc, bon, là c'est le premier voyage en 1957, alors là c'est intéressant parce que la reine et son époux ouvrent donc la séance du Parlement sous un monument où se trouve le buste de la reine Victoria. Et donc là c'est une ouverture du Parlement avec le cérémonial qui est comparable à celui qui a lieu toutes les sessions parlementaires à Londres. Bon, je ne vais pas détailler les autres
photographie. Simplement, la reine n'est pas la seule et son époux ne sont pas les seuls à avoir fait des visites au Canada. Il y a aussi le prince de Galles, Charles ici, et puis surtout, l'accent est mis sur la nouvelle génération, et notamment le duc et la duchesse de Cambridge, qui sont extrêmement populaires au Canada, alors que, d'après les sondages d'opinion, bon, il a ce qu'il a, mais d'après les sondages d'opinion, Charles ne joue pas d'une réelle popularité au Canada, et le principe de le voir devenir roi à la mort de sa mère n'enthousiasme pas les Canadiens. En revanche, il est fort possible que ce soit la popularité des Cambridge, et je m'arrêterai là, qui explique que dans un sondage de mai 2015, réalisé immédiatement après la naissance de la princesse, donc Charlotte de Cambridge, le deuxième enfant de William et de Kate, eh bien, il n'y avait que 39% des personnes interrogées qui étaient favorables à l'abolition de la monarchie à la mort de la reine. Il n'est pas question de la monarchie avant que la reine ne décède, mais 45% étaient opposés. Et 45% opposés à l'abolition de la monarchie, 2 ans après, août 2017, pardon, on est à peu près au même niveau, on est à 43% et 41% donc favorables à l'abolition. Juste en ajoutant, en finissant sur le fait que la monarchie est canadienne et pas britannique, et lorsque la reine se rend au Canada, eh bien, toutes les apparitions officielles sont faites en tant que reine du Canada et pas en tant que reine du Royaume-Uni en visite au Canada. Voilà, je ne veux pas déborder plus longtemps, j'ai même grappillé nous 2 minutes, je crois. Merci beaucoup, Lévi, et je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe pour cette conférence. C'est vrai que c'est intéressant d'ajouter le Canada à cette relation au fond transatlantique, et je pense que ça donne aux collègues des éléments en particulier sur les relations internationales au XIXe siècle. On parle assez peu de ces questions au fond de frontières, de l'Hudson, de l'Oregon, de la fête de l'Oregon. Donc c'est des choses qui sont... C'est vraiment une importance. Voilà. Quand même pour l'Oregon, les Américains étaient prêts à déclarer la guerre. Certains Américains étaient prêts à déclarer la guerre. Le slogan, c'était 54 degrés, 40 minutes ou mourir. Peut-être que ça passe mieux en anglais, en français, c'est pas très vendeur. Bien, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a une politique internationale québécoise? Est-ce qu'il y a une liberté du Québec, comme disait le général, en matière de conception des relations internationales? Non, parce que même s'il y a une large autonomie des provinces, hein, parce que bon, les anciennes colonies sont les provinces, ce qui relève de la diplomatie et du ressort exclusif du Parlement fédéral. Donc alors après, il y a des prises de position au sein du Parlement fédéral. Bon, par exemple, lorsque, justement, au moment de la guerre des bourgs, donc j'évoquais tout à l'heure, il y a un débat au Parlement pour savoir si le Canada va envoyer des soldats pour combattre aux côtés des Britanniques en Afrique du Sud. Alors, le premier problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de soldats, il y a une milice, mais qui a à défendre le pays. Et puis, donc, il y a le chef de file des Canadiens français, Henri Bourassa, qui proteste vigoureusement en disant que l'intérêt du Canada, ce n'est absolument pas d'aller servir de supplétif aux Britanniques dans des guerres où les intérêts du Canada ne sont nullement engagés ou menacés. Alors, Wilfrid Laurier, je l'ai du Premier ministre. Wilfrid Laurier, qui lui était loyaliste, donc il penchait pour une intervention canadienne, contourne l'opposition des Québécois en disant que finalement ce sera sur la base du volontariat. Et il y a effectivement des Canadiens anglophones qui sont allés, alors comme ils ne sont pas combattus, mais ils ont servi en Afrique du Sud, comme charpentiers, etc., comme auxiliaires matériels de l'armée britannique.